Mes chères ambassadrices, bonjour, bonjour, j'espère que tu vas bien. Content de te retrouver et répondre à cette question très importante. Comment guérir de la blessure de l'abandon ou du rejet? Alors, j'aimerais te dire que pour répondre à cette question, il faut d'abord que je t'explique comment se passe ce phénomène. Et tu vas te rendre compte que tous, autant que nous sommes tous concernés parce que nous sommes tous passés par cette phase. Simplement, nous n'avons pas réagi de la même façon et donc on n'a pas ouvert les champs, les possibilités qui ont fait que certains s'en sortent mieux que d'autres et d'autres sont complètement toujours sous l'emprise de ce phénomène de la peur de l'abandon et du rejet. Alors, je vais t'expliquer comment fonctionne ce phénomène. En fait, ce phénomène est arrivé très tôt dans la vie d'un être humain, c'est-à-dire au sortir de la matrice du ventre de la maman, tout simplement. Le nourrisson sort du ventre de sa maman et le fait d'être séparé d'elle alors qu'il a quand même cohabité pendant 9 mois, je te passe les détails de ce qui a pu nourrir cette symbiose et ce lien fort qui a pu naître entre le nourrisson et la maman. Tu penses bien à quel point ils sont devenus fusionnels parce qu'ils dépendaient complètement, ne serait-ce que pour se développer, mais en plus, tout ce qui était nutritif et tout ce que la mère pouvait lui transmettre en termes de ressenti, en termes d'émotion, en termes de l'environnement extérieur, il le ressentait comme une éponge. Et d'un coup d'un seul, tout ça s'arrête, il sort du ventre et on coupe le cordon et il va devoir devenir autonome sur le plan cardiaque, sur le plan digestif, sur la prise d'informations, sur découvrir le monde, etc., etc. Donc forcément, ce que le nourrisson va ressentir, c'est un stress de séparation. Et ce stress-là, il est commun à tous les êtres humains qui ont vu le jour en sortant du ventre de leur mère. Tous, on a vécu ce stress de séparation. Simplement, on n'a pas tous réagi de la même façon par la suite. Et c'est de cela donc qu'il est question autour de cette explication que je voudrais t'apporter dans cette vidéo. Alors bien sûr, suite à ce stress de séparation, va naître à l'intérieur de l'esprit du nourrisson un doute, ce qu'on appelle un doute, une crainte, mais de devoir être à nouveau séparé et de se dire si on m'a séparé, c'est quelque part eh bien on ne m'aime pas ou je ne suis pas assez bien pour être aimé. En tout cas, alors cette réflexion n'existe pas aussi élaborée dans l'esprit du nourrisson. Il n'est pas aussi, son cerveau n'est pas aussi développé pour pouvoir raisonner, mais simplement le sentiment du doute, de la peur, de la crainte, de l'amour est vraiment présent. Et d'ailleurs, si tu as remarqué, la première chose que recherche un enfant quand il est nourrisson, c'est l'attention, les besoins qu'on pourra lui donner, c'est-à-dire ses besoins élémentaires, tels que le rassurer, le nourrir surtout, l'endormir, est perçu pour l'enfant comme de l'amour. Donc si jamais on ne lui donne pas cela, il va douter de l'amour et de l'importance qu'il peut avoir. Et donc ce doute, cette crainte sur l'amour qu'on a sur lui ou pas, est perçue comme un rejet en fait par l'enfant. Mais on sait pertinemment que c'est une fausse croyance. C'est une fausse croyance de sa part, mais fausse croyance qui va se transformer en une espèce de protection. Et cette protection, c'est tout simplement ce qu'on appelle l'ego. On est tous dotés d'un ego, c'est simplement la protection de soi-même, de notre intégrité interne, qu'elle soit physique, qu'elle soit mentale, qu'elle soit émotionnelle, énergétique. Tout ça, c'est notre ego qui nous permet de subvenir à la protection de ce que nous sommes, nous-mêmes. Donc du coup, ça va générer une certaine protection qui est perçue comme un anti-peur, un remède contre la peur, on peut le dire comme ça,
et un moyen pour l'enfant qui va se développer de lutter en quelque sorte contre les menaces et tout ce qui peut être une menace pour sa psyché. C'est-à-dire son moyen de comprendre son environnement, de savoir prendre des choix et de savoir se positionner entre l'élément central ou pas de l'environnement qui l'entoure. Parce que c'est ce que cherche à faire systématiquement tout nourrisson lorsqu'il commence à percevoir son entourage. C'est d'essayer de tester, est-ce qu'il est le centre de l'attention ou pas. L'égocentrisme. Et il le fait bien au travers de ses pleurs, au travers des besoins, on va dire, physiques qui sont naturels. Il va jouer avec cela et c'est pour cela qu'une maman, un papa sera à même de discerner si c'est un pleur nécessaire, un pleur de survie. Voilà, j'ai besoin de me nourrir, j'ai besoin de dormir, comparé avec un pleur voilà, je fais un petit peu le bébé qui veut grogner un petit peu, qui veut faire celui qui n'est pas content, parce qu'il veut qu'on soit là pour lui. Même à 4 h du matin, il veut jouer, il veut qu'on soit là, alors que non. Et ce petit jeu-là va durer un certain nombre de temps. Alors, deuxièmement, ce qui va se passer suite à cette protection, cet antidote contre la peur qui va menacer sa psyché, eh bien, l'enfant va, en quelque sorte, créer cette croyance de l'abandon. Tout va se jouer autour de cela. Tout va se jouer autour de cette fausse croyance, parce qu'en réalité, c'est une fausse croyance que tous nous avons quand nous sommes à ces âges-là. Cette fausse croyance de l'abandon qui fait que cette fausse croyance de l'abandon représente ni plus ni moins le fondement de notre identité. La croyance de l'abandon devient le fondement de notre identité. Identité du futur enfant. Donc depuis les moments les plus jeunes en fait d'un enfant, quand il est nourrisson, nous sommes tous dotés d'une fausse croyance qui est fondée sur une identité, d'une croyance que nous allons être abandonnés. Donc imagine à quel point c'est un peu macabre. On a tous cela, mais simplement cette croyance que nous savons être erronée ne va pas agir de la même façon d'un enfant à l'autre. Ça va bien sûr créer des troubles. Alors, troubles de la peur par exemple, la peur d'être abandonné. Donc je rappelle que la peur c'est un choix, mais quand on est enfant, on n'est pas suffisamment intelligent, on ne fait pas preuve de raison pour comprendre que c'est un choix. C'est un choix que de choisir la peur de l'abandon. Alors c'est pour cette raison que malgré le chantage, malgré les cris, malgré les pleurs, malgré les caprices, l'enfant a bien compris que ça ne lui enlève pas cette peur de l'abandon. C'est quelque chose qui est constamment présent, qui le hante constamment, et il a beau essayer de pleurer, de faire du chantage, de faire des crises, des caprices, pour essayer d'enlever ce trouble, enlever cette peur. Il se rend compte qu'en réalité il ne peut pas échapper à un des troubles de la personnalité que nous avons malheureusement tous, à savoir le fait d'avoir peur d'être abandonné. Le deuxième trouble que nous avons également, c'est le fait de devenir dépendant affectif. On aura tendance à vouloir s'attacher à des personnes, même si c'est pas notre papa. Du haut de nos 2 ans, 3 ans, papa on le voit pas souvent, donc on va s'attacher à un papa qui n'est pas le nôtre. Et on va peut-être même l'appeler papa. Ou peut-être ça va être une maman de substitution. Parce que tellement on a besoin d'une maman, notre maman, on sent bien qu'elle ne nous donne pas l'attention et l'amour dont on a besoin. On ressent d'une manière puissance 10, ce besoin d'être entouré d'attention, d'amour, de présence. Et comme on ne l'a pas, du coup, on va générer donc cette dépendance affective vis-à-vis d'autres personnes qui ne sont pas censées s'occuper de nous. Voilà.
Et donc du coup, le troisième trouble du comportement de la personnalité qu'on va développer également, c'est le fait d'être une personnalité dite fuyante. Alors c'est un petit peu le paradoxe par rapport à la dépendance affective, effectivement. C'est parce que comme on sait que attendre l'amour de quelqu'un, c'est souffrir, alors du coup, on décide d'être plutôt une personne fuyante par rapport à l'attention et l'amour que les uns et les autres seront prêts à nous donner. C'est ce qu'on appelle un peu la philophobie, c'est-à-dire la peur de commencer à s'attacher à une personne parce qu'on sait pertinemment que ça ne va pas durer, ou que à un moment donné, je vais devoir rentrer chez moi et la personne qui est là va pas rester avec moi parce qu'on a peur de se retrouver seul. On voudrait tout le temps rester constamment avec la personne. Donc ça, c'est un phénomène qui arrive souvent à l'âge des 3-4 ans, avant que l'enfant comprenne que voilà, sa vraie maman c'est celle-là, son vrai papa c'est celui-là, et que c'est à eux de l'entourer de soins, et que s'ils ne le font pas, c'est eux qui devraient se remettre en question, et que l'amour qu'il ou elle reçoit d'ailleurs, c'est un amour qui a tout sa raison d'être, mais qui ne peut pas remplacer celui des parents qui peut-être ne font pas assez au regard de l'enfant. C'est pour ça que ces troubles commencent à avoir le jour malheureusement. Et suite à ces troubles, va se générer en fait ce qu'on appelle un évitement du stress de l'abandon. C'est parce que ces trois troubles que je viens de t'expliquer, c'est un moyen en fait d'éviter d'être dans l'évitement du stress de l'abandon. Mais en fait, on ne peut pas. C'est les solutions que l'enfant s'arroge, et on le fait tous, c'est impressionnant, on le fait tous, mais il se rend compte que même s'il essaye d'éviter ce stress de l'abandon, il se rend bien compte qu'il ne peut pas enlever en fait cette peur, il ne peut pas l'enlever, et ce phénomène de ne pas avoir assez, de ne pas ressentir assez l'amour de ses parents ou l'attention de ses parents, la présence de ses parents, qui fait que voilà, on a cette tendance à vouloir absolument éviter cette sensation du stress de l'abandon. Alors, ce que génère en fait ce besoin d'éviter ce stress de l'abandon, c'est en réalité quelque chose qui est toxique. Les trois façons de réagir face à la peur de l'abandon, c'est quelque chose qui est complètement toxique pour tout un chacun, parce qu'en fait, ça ne nous permet pas de développer des relations saines et normales avec les uns et les autres. Donc tu vois que dès le départ, depuis l'aube de notre premier souffle, lorsque l'enfant voit le jour, il est mis au monde dans des conditions qui ne sont pas favorables pour qu'il puisse naturellement avoir des relations saines et normales en termes d'amour, en termes de... Et il lui faut des années pour comprendre, parce que c'est quelque chose qu'il ne comprendra pas tant qu'il sera enfant. Même à l'adolescence, quand tu vois comment l'adolescent évolue, on se rend bien compte qu'en fait c'est quelque chose qui n'est toujours pas résolu, et même des fois c'est toute une vie entière, parce que même adulte, dans la relation qu'on va avoir avec l'autre, on aura tendance en fait à compenser, à réparer justement ce manque qu'on n'aura pas réussi auquel on n'aura pas réussi à répondre quand on était enfant. Donc les trois troubles que je viens de t'expliquer, les trois tendances, les trois façons de réagir, sont en soi une façon de vouloir éviter la peur de l'abandon, mais en réalité ça génère chez nous complètement une relation et un comportement toxique à l'égard des relations humaines qu'on pourra avoir par la suite. Donc ce fait, c'est une mauvaise adaptation qu'on va avoir vis-à-vis de l'autre, parce qu'on aura tendance à vouloir trop s'attacher aux personnes. Il faut voir comment on est, et c'est ça qui génère qu'après on a un rapport vis-à-vis du pervers narcissique. On a ce besoin de tellement réussir notre vie de couple, tellement vouloir réussir notre relation humaine, qu'on en devient une serpillière. Les gens profitent de notre faiblesse, et ils le perçoivent à quel point on a souffert, et qu'on est toujours dans cette dynamique, dans l'évitement de souffrir, à vouloir soit s'attacher trop vouloir réussir, ou soit être dans la fuite. Les gens qui sont complètement dans la philophobie, ils ont peur d'aimer, de s'attacher, donc du coup ils préfèrent fuir ou avoir constamment des relations superficielles et se perdre, on va dire, dans le matériel, se perdre
dans les choses complètement matérielles, pour ne justement pas s'attacher à l'être humain, alors qu'en réalité, c'est de cela dont il aurait réellement besoin. Alors c'est quoi la solution? Parce que c'est bien d'expliquer tout ce phénomène, comment on fonctionne, mais comment on peut réparer notre ego qui a été meurtri? Comment on peut faire? Eh bien, il y a plusieurs techniques. Moi, celle que je préconise, le fait de joindre, on va dire, de mettre en lien l'événement, le ressenti douloureux avec la juste compensation, le juste remède de l'époque, et de créer justement au niveau du conscient et du subconscient cette réparation, même si elle est temporellement plus dans l'espace-temps prévu, ça fonctionne quand même. C'est ce qu'on appelle faire une psychothérapie émotionnelle et humaniste très poussée, qui permet justement de recoller, on va dire, les morceaux du passé, rééduquer le présent pour préparer et planifier le futur. Ce que justement la BSR, la biosynthorésonance, utilise pour pouvoir justement aider les personnes à réparer le passé, éduquer le présent et s'offrir ce qu'on a toujours voulu réussir dans notre vie, qui nous rendrait heureux. C'est exactement le principe et le principe même de la BSR. Alors, la solution, il en existe plein, chacun a sa méthode, chaque spécialiste, chaque thérapeute a sa méthode. Moi, celle que je préconise, c'est celle-là. Mais tu as bien compris, le but, c'est de parler à l'enfant intérieur qui a subi, parce que tu as bien compris que tous, autant que nous sommes, on est concernés par ce phénomène de l'abandon et de la blessure laissée par l'abandon. Voilà, je te remercie de m'avoir écouté. Tu as compris que le plus important, c'est de créer une brèche constamment dans ton moi intérieur qui va donner accès à l'enfant intérieur que nous sommes tous. Et même si on devient âgé, que nous vieillissons, nous sommes tous une part, cet enfant intérieur qui est resté là, qui a grandi avec ses blessures. Et c'est les blessures qu'il a eues qui ont fait de nous l'adulte que nous sommes devenus. Il faut simplement mettre en connexion cet adulte qui est passé par toutes les vicissitudes et les souffrances qu'il a vécues avec cet enfant qui est à l'origine de tout, les mettre en lien constamment. Reprendre la main de cet enfant, dialoguer avec lui et trouver le remède. C'est lui seul qui est capable de dire exactement ce dont il aurait eu besoin à l'époque. Et c'est en créant systématiquement ce lien que la blessure de l'abandon et du rejet sera définitivement colmatée, guérie pour de meilleurs lendemains. Je te remercie de m'avoir suivi, je te dis à une très prochaine vidéo. Ciao, au revoir.